Dans ce premier épisode, la famille se rend au zoo dans lequel travaille un ex de Loïs et dont Hal est jaloux, comme d'ailleurs de tous ses autres ex. C'est dans cet épisode que Hal se fait mordre par une araignée, même si je sais même pas si on dit morsure ou piqûre d'araignée d'ailleurs, et se retrouve avec une bosse immonde sur la joue gauche. Bref, Hal est très jaloux et apprend que Loïs fréquentait plusieurs autres hommes quand ils se sont rencontrés, ce qui l'énerve, même si elle a fini par le choisir depuis bien longtemps. De leur côté, Dewey, tout content d'aller au zoo, et Malcolm, dans sa phase de remise en question de la vie et très râleur, se retrouvent face à face avec un puis deux tigres dans leurs enclos. Le personnel du zoo n'est absolument pas qualifié pour ce genre de situation d'urgence et sa gestion est juste catastrophique. On va tirer des fléchettes de tranquillisants sur les Et tigres. ça les endort en combien de temps? Moins de 2 minutes. Alors le truc c'est de les énerver pour qu'ils aient juste le temps de nous bouffer avant leur sieste? Une petite seconde. Alors que Dewey, le positif, est persuadé qu'ils vont s'en sortir, Malcolm ne fait que se plaindre et est convaincu qu'ils vont mourir. Ils finissent par être sauvés parce que Reese, qui s'est battu avec une chèvre tout du long de l'épisode, ce qui est d'ailleurs absurde et très drôle, la balance dans l'enclos des tigres et dévie leur attention. Le personnel rescape alors Dewey et Malcolm, donnant raison au positivisme de Dewey. Du côté de Francis, on découvre qu'il n'est plus en Alaska et que tout se passe mal avec Madame Tanana Akna, enfin Pyama quoi, et ils n'ont plus aucun rond et tombent complètement au hasard sur un couple d'Allemands, Otto et Gretchen, qui tient un ranch et qui l'embauche pour être régisseur. Dès qu'il arrive sur son lieu de travail, il réalise la chance qu'il a d'être tombé sur ces deux personnes complètement insensées mais tellement généreuses. J'ai préféré cet épisode au premier de la troisième saison, il laisse franchement présager une meilleure saison, ce qui est plutôt pas mal. Dans ce deuxième épisode, c'est la rentrée scolaire et Malcolm débarque au lycée, le même que Reese d'ailleurs. Il est stressé et essaye de s'intégrer. Il essaie de paraître cool et ignore même ses amis tête d'ampoule. Sa mère, qui comme son père doit faire une semaine de volontariat à l'école sous la supervision de Monsieur Ercabe, l'ancien prof de Malcolm au collège, finit par lui foutre une monstre honte devant toute l'école. Résultat, il est maintenant connu et moqué de tous. Maman, s'il te plaît, lève-toi, c'est rien. Comment ça, c'est rien? Tu m'as supplié pour que je t'achète ce pantalon. Maman. Tu t'es presque mis à pleurer dans le rayon de la boutique quand je t'ai dit non. Et puis maintenant, regarde dans quel état tu l'as mis. Attends, on dirait que ça vient de l'intérieur. Oh non, mais c'est dingue. Non, Maman, touche lâche-moi, s'il te plaît, tu me mets super mal à l'aise. Quoi? Mais non, mais il n'y a aucune raison. Ça vous mettrait mal à l'aise, vous? Au bout de sa vie, il décide de foncer contre la voiture de sa mère avec celle de son père devant tous les élèves de l'école afin qu'il soit envoyé à l'école militaire comme Francis auparavant, histoire de ne plus avoir à subir cette humiliation. Quand il souhaite le faire, Cynthia, son amie geek qui apparaît lors de la deuxième saison, le menace de ne plus coucher avec lui s'il exécute son plan. Bien sûr, ils n'ont jamais couché ensemble, mais Malcolm gagne le respect de tous les étudiants grâce à elle. Recouchera. Ils ont couché ensemble, mais ils sont vachement jeunes pour ça. Elle a l'air de rien comme ça. Comme je le disais, Hal et Loïs font des petites tâches pour l'école. Monsieur Ercabe est constamment sur le dos de Hal et décide de le virer, alors que Hal essayait pourtant d'être sympa avec lui. Ils finissent par se battre avec des serpillères dans une nouvelle scène musicale assez sympa. Qu'est-ce que vous êtes? J'aimerais dire, pour ma défense, c'est lui qui a commencé. Quant à Dewey, il rentre désormais à la maison 15 minutes avant les autres, découvre le plaisir d'être seul à la maison et en profite pour faire plein de choses. Finalement, Francis a commencé son travail au ranch et se démène pour faire tourner l'établissement car Otto est tellement généreux qu'il octroie des vacances à tous ses employés. Alors qu'il finit par en avoir marre, mais avant qu'il ne puisse exprimer son insatisfaction, Otto lui achète une grosse voiture et lui octroie à lui aussi des vacances. Évidemment, Francis s'en contente et ne dit absolument pas à son patron ce qu'il pense de sa gestion. Tu réfléchis et ça, ce sera parfait pour vous. Et voilà, c'est exactement ce que je vous disais. Vous êtes le meilleur patron de l'univers. L'épisode il est assez sympa, chaque personnage a sa propre histoire, même si celle de Reese finalement c'est que de suivre l'histoire de Malcolm, et les situations sont assez variées. Je dirais qu'il est quand même meilleur que le premier épisode. Oh oui, enfin cet épisode! Quand j'ai commencé à faire ces vidéos de classement des épisodes de Malcolm, j'ai tout de suite repensé à celui-ci comme potentiellement le meilleur. Vraiment, je l'adore. Déjà, il commence super bien avec Hal qui reçoit un coup de fil de sa sœur qui l'invite à une réunion de famille pour l'anniversaire de son père. Je vous laisse juste écouter l'échange, il est complètement lunaire.
C'est ma sœur. Oh non, pas elle. Je vais lui raccrocher au nez. Non, attends. Demande-lui ce qu'elle veut. Je suis désolé, Claire, mais malheureusement, j'ai un ongle incarné. On ne pourra pas venir. Non, attends. Ça fait longtemps qu'on les a pas vus. On va y aller. Mais finalement, ça va beaucoup mieux. Je vais annuler le podologue et on se verra ce week-end. Non, attends. Ils nous préviennent que 2 jours avant. Non, mais ils se moquent de qui, là? Laisse tomber, Al. Ils veulent pas qu'on y aille. Mais on n'est jamais trop prudent avec les ongles Ce incarnés. qui est une excellente raison d'y aller. Mais où ai-je la tête? Je suis déjà allé chez le podologue. Comptez sur nous, on sera là. Rapidement, on comprend que la famille de Hal méprise et déteste Loïs sans aucune vraie bonne raison. Déjà, en voyant ça, ça nous provoque une vraie forme d'empathie pour elle. Tout le monde ne rate pas une occasion pour rabaisser Loïs et lui faire comprendre qu'elle est de trop. Vers la fin de l'épisode, elle veut naïvement croire que l'aide que lui proposent les 2 sœurs de Hal est sincère et bienveillante, avant de se rendre compte qu'elles avaient juste fait en sorte que Loïs n'apparaisse pas sur la photo de famille. On va en faire une deuxième tout de suite. C'est la goutte de trop pour Hal qui, depuis qu'il est arrivé à cette réunion de famille, essaie de parler à son père, le patriarche, pour lui reprocher l'attitude de toute la famille envers sa femme, Loïs. Malheureusement, son père évite à chaque fois l'affrontement et les discussions sérieuses en recourant au rire. Et oui, au rire. Il fait rire Hal pour étouffer le mécontentement, ce à quoi il parvient à chaque fois. J'espère que vous avez reconnu que le père de Hal, c'est Christopher Lloyd, un acteur bien connu qui jouait d'ailleurs le professeur Emmett Brown, le savant fou, dans Retour vers le futur quand même. Allez, on s'est bien amusé, Al. Je suis content que tu te sentes mieux. Jusqu'à ce que Hal, dans une nouvelle scène mécanique, trouve une astuce pour ne pas que son père le fasse rire. Il finit donc par reprocher à son père de ne jamais avoir rien pris au sérieux et d'avoir constamment fui les problèmes de ses proches par l'humour. Tu n'as rien fait pour m'aider quand ma propre famille s'est mise à tourmenter ma femme. À tel point qu'on a dû renoncer à vous fréquenter comme toi. Je n'ai pas eu de père ici depuis les 15 dernières années parce que tu refuses d'affronter quoi que ce soit. Dans le même temps, en voyant leur mère pleurer, Francis, Reese, Malcolm et Dewey décident de se venger. Dans une autre scène mécanique et la plus mythique et représentative de la série pour moi, ils foutent la merde dans la réunion de famille. Les 2 choses les plus drôles pour moi sont, de 1, la réponse de Francis à la question de Pyama lui demandant ce qu'ils vont faire pour se venger. Il dit « on n'en sait rien, on sait jamais à l'avance ». On n'en sait rien. On sait jamais à l'avance. Et la deuxième chose, c'est la tête fière et de vainqueur qu'ils tiennent jusqu'au bout en faisant couler la voiturette de golf dans la piscine. Franchement, c'est énorme. C'est vraiment sensationnel, tant d'un point de vue du scénario que de la réalisation et du jeu d'acteur. Incroyable. Je pourrais parler de cet épisode encore bien plus longtemps et raconter comment le père de Hal tient à présenter sa collection d'objets de la guerre de sécession à Malcolm, le plan de Reese pour faire en sorte que son grand-père adore Dewey afin de lui léguer sa fortune sur son testament, ou encore comment Francis se débat avec les enfants de la maison qui ne veulent pas le lâcher parce qu'ils ont eu un coup de cœur pour lui. Finalement, ce que je retiens, c'est plutôt l'union de cette famille et sa manière de se témoigner de l'affection. Rarement dans un épisode de Malcolm, on aura senti autant de cohésion et d'amour que dans celui-ci. Tous sont solidaires et à la fin de l'épisode, Loïs demande même à Pyama si elle souhaite qu'elle ferme la fenêtre de la voiture pour que du vent ne vienne pas sur elle, alors que jusqu'ici, elle ne faisait que la critiquer et la martyriser. En plus d'être très drôle, cet épisode est donc tellement touchant à la manière de Malcolm, c'est-à-dire en passant par la bêtise. C'est beau et sans hésitation, je classe évidemment cet épisode à la première place provisoire. Ah oui, et vous vous souvenez qu'on s'était arrêté à 7 pour le nombre de personnages qui sont doublés avec la voix française de Michael Kyle de la série Ma famille d'abord. Et bah ça c'était le dernier qu'on avait eu lors de la précédente saison, le 7e de toute la série jusqu'ici, un handicapé en fauteuil roulant. Et là, bah en fait, je vous laisse deviner, oui, on est brusquement passé sur Jésus. C'est sa garde à se laisser aller afin qu'on s'engage, lui et moi, sur le plan de l'émotion, sur... Est-ce que vous écoutez ce que je dis? Désolé. Ah, la réponse est très simple. 4e épisode. Dans celui-ci, Reese apprend à Malcolm à débrancher son cerveau, lui qui se prend trop la tête avec les filles. Comme résultat, il parvient à séduire Allison, son crush qui est complètement débile, aka Error 404, cerveau not found. Il devient donc lui aussi complètement débile et va au bal avec elle.
Là-bas, alors que tout se passe bien et qu'il s'apprête à aller l'embrasser avec un pack de bière à la main, il croise sa mère qui voulait aller danser avec Stevie car elle le trouve adorable et pense qu'il devrait faire des activités un peu comme tout le monde. Puisque son cerveau est en mode veille, Malcolm ne parvient pas à réagir et se fait du coup punir par sa mère et sa relation avec Allison prend instantanément fin. On découvre même à la fin de l'épisode qu'Allison sort désormais avec une personne plus adaptée à son calibre, à savoir Reese himself. De son côté, Al gagne 1000 $ au jeu à gratter. À ce moment, il est avec Dewey et lui dit qu'il va mettre cet argent sur un compte pour ses études. Dewey découvre rapidement que son père a en fait loué un rouleau compresseur et qu'il s'amuse à compulsivement écraser tout plein d'objets. Il voit bien que son père a un problème et qu'il est obsédé par la destruction. Si parmi toutes les passions les plus étranges les unes que les autres qu'il a, je ne trouve pas celle-ci bien folle, j'apprécie tout de même la fin, lorsque Dewey place une petite statuette devant le rouleau compresseur de son père, en ordre de marche pour aller écraser des voitures, sur laquelle est écrit « Je t'aime grand comme ça ». Incapable de détruire la petite statuette, il rend les clés de son engin à Dewey. Et c'est bien sûr très absurde de voir le plus petit de la fratrie dire à son père, une nouvelle fois complètement sujet à ses pulsions, qu'il est fier de lui. Je suis fière de toi, papa. En ce qui concerne Francis, Otto, qui est beaucoup trop gentil et naïf, achète une quantité folle d'écran total pour vache, de la crème solaire donc, à un escroc croyant en plus avoir fait une bonne affaire. Francis n'apprécie pas qu'on roule pareillement son patron et on apprend qu'il a dégommé le vendeur en question jusqu'à en saigner de partout. Finalement, juste après avoir rendu l'argent à Otto, celui-ci lui demande s'il pense qu'un autre escroc est en train de se servir de lui. Malheureusement, comme celui-ci est immense et massif, il n'ose pas dire à Otto qu'il se fait rouler et cela nous donne donc cette scène assez drôle. Vous savez montrer à mon ami qui est là ce que vous essayez de me vendre. C'est une baguette de sourcier pour trouver de l'eau. Ah ben c'est ça, oui, j'en avais déjà vu. C'est une belle baguette de sourcier. Voilà, ça va. Eh bien. Un épisode pour moi assez similaire au deuxième, mais que je vais classer juste en dessous parce que je n'aime vraiment pas voir Malcolm devenir intentionnellement bête comme ça pour une fille débile dans cet épisode. Je le mets donc à la 3e place. Dans ce 5e épisode, Reese et Malcolm se livrent une bataille de coups plus bas les uns que les autres. Leurs disputes vont si loin que Malcolm finit puni pour son anniversaire. En parlant de son anniversaire, Al passe justement l'épisode à essayer de trouver un cadeau qui pourrait plaire à Malcolm. Il se rend donc dans une boutique spécialisée dans les BD mais se fait mépriser par le gérant qui refuse de lui vendre des BD parce qu'il n'y connaît rien. Il demande donc de l'aide à Craig, lequel est juste insupportable et demande 1 million de choses en retour. Ils finissent par s'embrouiller mais Craig l'aide tout de même dans une scène assez drôle dans la boutique de BD. De quelle boîte de céréales tu sors ce truc, Dean? C'est la première édition pour les collectionneurs. Ah, je peux vérifier la cote sur l'index? Ah non, attends, je crois que c'est inutile. 97, une seule impression, jamais rééditée. 50 000 invendus, le reste en circulation. Celui-là, je l'ai dans les toilettes chez moi. Mais pas pour le lire. On est dans une librairie spécialisée ou on est dans une solderie de romans photo? Oh, très drôle. Bien. T'en connais beaucoup des solderies de romans photos qui ont un original de Spider-Man numéro 14 où on voit pour la première fois le bouffon vert. Tu rigoles? Et si tu fais preuve d'un peu plus de respect à mon égard? Mais qu'est-ce que vous faites? Ne craignez rien. Ce n'est qu'une réédition de 93. Si c'était un original, il ne se serait sûrement pas protégé avec. T'es un salaud, tu m'avais dit que c'était un vrai. Alors? Si on parlait affaires tous les deux. Dewey, quant à lui, doit interpréter Abraham Lincoln dans un spectacle et stresse. Lois lui promet alors qu'elle sera présente avec Al afin qu'il garde confiance. Le seul intérêt de l'histoire de Reese et Malcolm, c'est que leurs parents se rendent compte que par leur faute, ils ont oublié de se rendre au spectacle de Dewey. L'épisode se termine donc sur lui, qui reçoit des cadeaux de la part de ses parents, notamment la BD d'anniversaire de Malcolm, pendant que celui-ci et Reese sont encore V suite à une énième punition. Du côté de Francis, il y a une histoire avec une vache du diable qui terrorise les animaux et les employés du ranch. Il s'avère que cette vache avait en fait juste besoin d'être traite car elle avait trop de lait. En dehors des scènes avec Craig, je ne trouve aucune autre trame vraiment sympa ni intéressante dans cet épisode, que je classe donc logiquement à la dernière place provisoire. Dans ce 6e épisode, Malcolm rencontre Nikki, une belle blonde que l'on voit bien n'a absolument pas son âge, à qui il donne des cours privés de maths. Le père de Nikki est une brute, la surprotège et est un vétéran de la guerre au Vietnam. Bref, un gros militaire un peu beauf quoi.
Ils ont une relation clandestine dans laquelle il se cache de son père et ne font que mentir ou gâter les cours pour se retrouver secrètement. L'histoire n'est pas folle, mais on a les prémices de Malcolm qui serait prêt à faire n'importe quoi pour une fille, quitte à renier ses valeurs. Reese et Dewey apprennent qu'un autre garçon ultra serviable dans le voisinage ressemble comme 2 gouttes d'eau à Dewey. Reese s'en sert pour faire une grosse bêtise et faire croire que c'est le petit qui ressemble à Dewey et non pas Dewey lui-même qui est à l'origine de cette bêtise. Dewey finit par se rallier à son presque jumeau et Reese se fait frapper par un grand. Moyen comme trame, franchement. Et maintenant, c'est clair? Oh oui, très clair. Quant aux parents, Loïs a une infection et ne peut plus faire de sexe pendant 8 jours. Hal, qui est une bête de sexe, réagit forcément mal dans un premier temps. Finalement, les deux découvrent que sans cette activité, ils ont beaucoup plus de temps et d'énergie pour faire tout un tas de choses positives. Les 8 jours passent et ils décident de continuer à s'abstenir pour préserver leur productivité. Cette série s'interrompt finalement avec Loïs qui convainc Hal de coucher, les deux devenant à nouveau inséparables. Ce serait bien moins traumatisant pour ton équilibre. 8 jours, Hal. On renonce au sexe pendant 8 jours. Wow On a pris la bonne décision, c'est sûr. Je dors dans la voiture. Garde-toi un petit peu plus. Je ne joue pas, Loïs. Je ne joue pas. Si tu crois que ça va marcher, je vais te dire une bonne chose, ma jolie. Je suis plus fort que ce que tu crois, petite. J'aime ma nouvelle vie. Il n'est pas question que je retombe si bas, que je te rejoigne et que je me roule dans ta bestialité. Garde ta ceinture. Enfin, au ranch, Francis et Otto se disputent avec un ranch voisin qui arrache systématiquement leur clôture. L'histoire n'est pas ouf et se finit simplement sur Francis qui propose de mettre une barrière au lieu d'une clôture et tout le monde finit copain-copain. Un épisode pas nul mais pas fou non plus. Je le mets quand même en dessous du précédent et donc à la dernière place provisoire de ce classement parce que dans l'autre, Craig était tout de même bien drôle et ici, il n'y a rien de très particulier. Dans ce 7e épisode, l'histoire autour de Malcolm n'est pas bien fun. Il découvre qu'il a toujours meilleur temps de ne pas exprimer le fond de sa pensée lorsqu'il interagit avec des gens pour éviter de critiquer et de se plaindre des autres. Il passe donc l'épisode à ne pas donner son opinion, ce qui lui réussit tant avec Nikki, sa copine, avec son équipe de basket qu'avec sa mère Loïs. À la fin de l'épisode, il finit par cracher du sang tellement il a retenu ses réflexions et gueuler de l'intérieur. De son côté, Reese veut aller à un concert avec sa copine Allison, mais il n'a aucun moyen de s'y rendre. Il finit donc par convaincre Craig de les y amener en le faisant croire qu'ils veulent passer une soirée avec lui. Au fond, il veut juste l'utiliser bien sûr. Craig s'en réjouit à fond, et le jour du concert, il fait exprès de ne pas les y amener car il est tellement excité qu'il a planifié complètement autre chose. Allison finit par lui asperger du spray au poivre à la gueule, et il finit donc la soirée avec Reese et voit tout de même le côté positif des choses parce qu'il a pu faire en fait ce qu'il voulait. Quant à Hal, c'est dans cet épisode qu'il se prend de passion pour la marche athlétique. Il en devient, comme toutes ses autres passions éphémères, obsédé et se voit carrément dans une sorte de monde parallèle. Alors qu'il court tranquillement avec son petit groupe, ou qu'il marche plutôt, un certain Wyler le dépasse et le méprise. Hal devient fou et en va carrément jusqu'à visionner des vidéos de Wyler qui court pour trouver sa technique. Il s'aperçoit alors qu'il triche. Du côté du ranch, Francis reçoit des nouvelles bottes de cuir en cadeau et recourt à une vieille astuce de grand-mère pour qu'elle lui aille. Il est têtu et veut prouver à Pyama qu'il s'y connaît. Pour ça, il reste H24 avec ses bottes trempées dans de l'eau. À la fin, il fait admettre à Pyama qu'il avait raison alors qu'en réalité, il souffre juste le martyre. Regardez-moi d'ailleurs cette scène absolument dégueulasse. Yeah. Oh. Si je tiens le coup encore quelques jours, la mycose va peut-être bouffer les champignons. Enfin bref, un nouvel épisode tiré vers le haut par Craig et en partie par Hal, mais certainement pas fantastique non plus. 4e place. 8e épisode. Hal et les garçons rendent visite à Francis au ranch. Là-bas, ils découvrent que beaucoup de choses reposent sur lui et qu'il est devenu une personne très responsable. Ses petits frères le regrettent et veulent retrouver le rebelle et désobéissant Francis. Ils font une grosse bêtise et leur grand frère se fâche avec eux. Vous n'avez pas changé. Francis, inutile de hurler après eux comme ça. Je hurle après qui je veux. Et même si je regrette de t'avoir dit ça, maintenant, il est trop tard. À partir de cet instant... Malcolm et Reese se procurent alors toute une collection de feux d'artifice, dont une énorme bombe, et convainquent Francis, lui qui adore le feu et les explosions, de les allumer. De son côté, Dewey se sent mal parce que dans sa bêtise, il a également cassé une statuette qui tenait à cœur à Gretchen. Ils se mettent alors à tout nettoyer ensemble pour compenser leur mal-être. Quant à Hal, il part en balade à cheval avec Otto. Ils finissent par boire et se perdent dans la nature.
Là, Hal avoue à Otto qu'il est triste de voir son fils devenu si responsable alors qu'il était loin de lui et surtout alors qu'il a toute sa vie essayé de le canaliser sans succès. Perdus, les deux ne parviennent pas à retrouver le chemin vers le ranch jusqu'à ce qu'ils observent les fameux feux allumés par les frères. C'est ce que je disais, si on continue par là, c'est la mort certaine. Je me demande ce que ça peut bien être. Je vais te le dire ce que c'est. Ça, c'est mon fils, c'est Francis qui vous montre le chemin. Je te l'avais bien dit qu'il vous sortirait. L'épisode prend fin avec l'explosion de ce que j'aime appeler la bombe d'artifice et cette scène assez culte de la série qui me fait perso toujours bien rire. On sait même pas lequel c'est, le Commando 3000. Bah, j'espère que c'était ça. On sait quand on retrouvera la vue? Pas avant 2 jours, dit la notice. Bah, ça valait le coup. Finalement, mentionnons que Loïs n'est pas présent dans cet épisode, Jane Kaczmarek, l'actrice qui l'interprète, étant enceinte. 5e place. Épisode 9. Je vais vous montrer une scène, on verra si vous vous souvenez de quel épisode il s'agit. Chérie, tu verras, ça finira par s'arranger. On trouvera une solution, on en trouve toujours. Je te le promets. Pourquoi moi? Non! Pourquoi? 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 Vous avez trouvé? Oui? Non? Et bah c'est l'épisode dans lequel les parents apprennent que Loïs est enceinte. Vous êtes enceinte? Enceinte. Toutes mes félicitations. C'est la meilleure partie de mon travail. Voir les regards et les visages lorsque j'annonce la grande nouvelle. Oui, c'est fantastique! Merci beaucoup, docteur. Comme si ce n'était pas assez, pour cette famille qui n'a déjà pas un rond et avec qui il ne se passe que des catastrophes, Ida, la mère de Loïs, les assigne en justice. Vous vous souvenez de la raison? Simplement car en repartant de chez eux, elle glisse sur une vulgaire feuille devant leur porte et se fracture le cou. Enfin, je crois que c'est une fracture du cou puisqu'elle a une cage autour de la tête. C'est une assignation à comparaître. Ben, qu'est-ce que vous attendez, vous, un pourboire, fichez le camp? Tu nous fais un procès? Ah, et au fait, si Malcolm est dans la voiture au moment des cris de désespoir de Hal, c'est parce qu'il n'a pas où dormir. Comme Pyama et Francis sont à la maison, tout comme Ida donc, Malcolm dort initialement dans une tente dans le jardin. Comme Francis et Pyama ont envie de se reproduire à un moment, Francis le vire de la tente, d'où le fait qu'il se réfugie dans le coffre de cette voiture. Bref, le sort s'abat sur la famille jusqu'à ce que les parents font une déposition devant l'avocat d'Ida. À ce moment, tous les fils finissent par apprendre qu'ils vont accueillir un nouvel être dans la fratrie et le reprochent à leurs parents. Tu nous as rien dit. Dire quoi? Oh, la voilà. On devrait peut-être faire une petite pause. Je ne fais pas pour faire des pauses. Maman m'a fait promettre de ne rien vous dire, aussi bizarre que ce soit, elle protégeait grand-mère. Quel rapport entre grand-mère et maman qui est enceinte? Quoi? Vous êtes enceinte? Non! Tu vas avoir un autre enfant, mais ça va pas, non? Vous trouvez qu'on n'a pas assez de problèmes comme ça? Je suis abasourdi par ce que j'entends. C'est ça votre réaction à cette merveilleuse nouvelle? Oui, c'est une bénédiction. Finalement, ils s'envolent de ne penser qu'à eux et finissent par s'excuser tout en promettant d'essayer d'accueillir le ou la petite dernière de la meilleure des façons. Tout s'arrange enfin quand l'avocat d'Ida entend que leur assurance a rompu leur contrat et qu'ils ne risquent du coup pas de gagner grand-chose. C'est encore une fois un beau moment de solidarité familiale. Il y en a peu, mais quand ils surviennent dans la série, ils sont d'autant plus touchants, surtout quand tout va aussi mal comme dans la situation actuelle. Bref, l'épisode se termine sur le départ d'Ida et les choses qui commencent donc gentiment à aller dans le bon sens. Tiens, je me sens mieux. Je crois que je vais rentrer chez moi. C'est vraiment un excellent épisode que je classerais à la première place si elle n'était pas solidement occupée par l'épisode numéro 3 de cette saison.
Du coup, je le mets à la deuxième place. Dans ce 10e épisode, la famille se rend au centre commercial pendant la période de solde afin de trouver des habits pour les garçons. En même temps, Hal tente de trouver un cadeau pour Loïs pour la Saint-Valentin. Il est désespéré car elle ne lui dit pas cette année ce qu'elle souhaite mais le laisse trouver quelque chose. Il a peur de ne pas trouver un cadeau satisfaisant et, comme d'habitude, en fait toute une montagne. C'est un vrai sketch. Il finit par trouver un cadeau, en l'occurrence un bain pour pieds, mais un client juste devant lui achète le dernier paquet. Après qu'il ait refusé de le lui vendre pour le triple du prix, Hal lui dérobe son sac et fuit dans le centre commercial jusqu'à réaliser que c'est le mauvais sac. Il s'y prend donc une deuxième fois et ne rencontre pas plus de succès. Je crois que c'est à cause de toute cette pression de la Saint-Valentin. C'est le stress, oui. Je suis tellement angoissé que j'en perds le nord. Mais le plus important, c'est que j'ai réussi à comprendre mon erreur. Et je sais que je me suis trompé de ça. Après que Hal lui ait demandé si elle préférait que le bébé soit une fille ou un garçon, Loïs passe l'épisode à imaginer que Reese, Malcolm et Dewey sont des filles, à savoir respectivement Renée, Mallory et Daisy. On assiste donc à des scènes à double, un peu à la façon de Pile ou Face, l'épisode numéro 20 de la deuxième saison, lorsque c'est dans un scénario Hal et dans un autre Loïs qui emmène les garçons au bowling. Justement comme ce dernier, tout se passe nettement mieux dans la projection de Loïs quand les garçons sont en fait des filles. Elles sont bienveillantes les unes envers les autres, se réjouissent de faire les boutiques avec leur maman et s'aident pour les fringues. Commencer à faire le plus chouette, t'aider à trouver de jolies robes. Dans le scénario réel, quand les garçons sont bien des garçons, l'exercice s'avère un calvaire. Ils ne veulent pas faire les boutiques, s'embrouillent constamment entre eux et foutent la pagaille dans le centre commercial jusqu'à s'embrouiller avec une vieille dame qui franchement l'a bien cherché. Dans cette même version, la famille finit par partir en courant du centre commercial, fuyant les problèmes qu'ils se sont eux-mêmes procurés. Je sais que le respect des personnes âgées. Vous voulez danser, grand-mère? Vous vous croyez tout permis, vous faites tout ce que vous voulez, vous pensez que personne ne dira rien parce que vous êtes une relique. Dans la version fictive, si tout va initialement pour le mieux, c'est bien sûr un gros cliché, mais les filles finissent par se faire des coups dans le dos et sont tout à fait hypocrites. Hal se fait dominer par celle-ci et Loïs apprend qu'elle la manipule. Enfin bref, comme dans Pile ou Face, on se rend compte que le scénario qui commence le mieux finit en fait complètement mal et inversement. Ce qui nous fait conclure que cette famille, bien que complètement catastrophique, est au moins entière et authentique. Finalement, elle n'est pas si mal comme elle est. Scrupule à s'en servir. Maman, papa, salut! Frances, mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu devrais être à l'université. Je laissé tomber, mais tout va bien. J'ai trouvé du travail dans un bar à côté d'un campement de bûcherons. Bien que de quoi payer le loyer de la caravane et les bières de mon mari. Un autre très bon épisode dont le scénario a d'ailleurs été imaginé par une petite fille de 11 ans qui aura gagné 6 000 $ avec cette histoire. Je le classe à la 3e place et franchement je pense qu'il y a moyen que ce podium il reste inchangé pour un bon bout d'épisode. Et oui, l'épisode 11, c'est notamment ça. Dans celui-ci, Hal et sa bande de potes sont exceptionnellement invités à performer à un gala assez prisé. Malheureusement, à cause de Dewey, ils se disputent pour des histoires d'ego. À la fin, ils finissent tout de même par faire leur show. Si la musique est sympa, l'histoire l'est bien moins. Du côté de Malcolm, il se retrouve dans la voiture avec Loïs qui décide de lui donner une sorte de leçon d'éducation sexuelle. Il la redoute à fond, jusqu'à en vomir, mais lorsque l'épisode se termine, on les voit encore discuter dans la voiture et se confesser l'un l'autre, alors même qu'ils ne roulent plus. En ce qui concerne Reese, et suite à une énième bêtise, ses parents l'envoient faire la visite d'une prison et d'un prisonnier qui tente de le faire peur afin de le dissuader d'aller justement lui en prison. Malheureusement, ce plan échoue puisque Reese réalise que le Malabar en prison est condamné à y rester longtemps et ne pourra donc rien lui faire. À la fin de l'épisode, il apprend que le prisonnier sera libéré dans 8 jours, mais Reese décide quand même de le chambrer puisqu'il pense qu'il ne le retrouvera pas, alors même que... Jamais où venir me chercher! Lycée Quartier Nord, 14e district. Abruti!
Enfin, Francis abat sans le vouloir la vache fétiche de Otto et rencontre toutes les peines du monde à le lui avouer avant de prendre son courage à deux mains. Un épisode pas ouf sur lequel on peut rapidement passer que je classe à l'avant-dernière place. Dans ce 12e épisode, Loïs est enceinte et toujours chez sa sœur pour se distancier des bêtises des garçons et parce que c'est le mieux pour elle et le bébé. On voit bien que c'est le bordel dans la maison mais Hal la gère comme il peut avec l'aide de Craig. Fatigué des bêtises de ses fils, il décide d'appliquer la tolérance zéro et en vient même à rêver que ses fils veulent le détruire, du Hal tout craché. Dewey, me tu prends pour qui? C'est moi qui allumerai le feu. Pas question, c'est moi qui le fais. On va tous le faire. Mes enfants, non! Oh bon sang, je viens de faire un rêve horrible. Les enfants, je n'arrivais plus à les empêcher. Et toi, tu ne ramenais jamais chez nous. Moi, c'était épouvantable. Je suis là, mon chéri, tout va bien, rendors-toi. On refait un petit câlin. Oui. Malcolm sort toujours avec Nikki qu'il fréquente clandestinement. Son père le grille en rentrant à la maison tard le soir. Une dispute éclate alors entre les deux et Malcolm quitte la maison sous prétexte qu'il peut très bien s'en sortir seul. Il se réfugie dans le grenier de sa copine. D'ailleurs, quand les deux discutent, il ne fait que de parler de ses propres problèmes et ne s'intéresse jamais à ceux de Nikki, ce qui finit par la lasser et elle le quitte, l'enfermant dans son grenier. Malcolm devient alors fou et parano jusqu'à ce que Hal le retrouve après l'avoir désespérément recherché, comme à l'image de ces deux géniales scènes. C'est plus important que de retrouver un chien. Je le connais pas, votre fils, mais vu ce que mes parents racontent sur vous, votre famille tout entière, elle vaut pas mieux que mon chien. Quoi, espèce... Comment tu t'appelles? Patrick. Patrick, laisse-moi te dire une chose à propos de ton chien. Il a fichu le camp. Il a été adopté par d'autres gens. Maintenant, une autre famille est aux petits soins pour lui, à un point que tu ne peux même pas imaginer. Et donc, ton chien les aime déjà bien plus qu'il vous a jamais aimé, toi et ta famille. Et si tu le récupères un jour, jamais il ne te pardonnera et il fera tout pour s'échapper à nouveau. Alors pourquoi tu t'obstines à vouloir le retrouver? Et vous, pourquoi vous le cherchez? Votre fils doit se défoncer au crack dans un squat à l'heure qui est. Ha! Ça y est. Rentre à la maison, Malcolm. Je suis prêt à faire des excuses si c'est ce que tu veux. J'avais tort, c'est toi qui avais raison sur toute la ligne. Et ta dignité, garde-la, ça peut servir. Ça n'a aucune importance de savoir qui de nous deux a commencé. Ce qui compte, c'est que tu es mon fils. Je veux que tu en viennes. Tu es le seul membre de cette famille qui a une chance de devenir quelqu'un. Quoi? Je ne pense pas, j'ai dit ça, c'est... Je fais tout ce que je peux pour que ton frère revienne. Oublie ce que je viens de dire, Malcolm. Tu es mon seul espoir et je t'aime. De son côté, Reese se dit que comme Malcolm a fugué et au vu du désespoir de Hal, il peut se permettre de faire une grosse bêtise car Hal est accaparé par autre chose. À la fin de l'épisode, on voit donc cette super idée en action. Mais qu'est-ce que tu fais? De son côté, Francis fait face au ranch à la visite de Willy, le neveu d'Otto qui ne parle que l'allemand et qui accompagne tous les faits et gestes de Francis par des mélodies jouées au piano. Au début, Francis lui demande gentiment d'arrêter avant que Willy ne se foute de sa gueule et qu'il éclate complètement son piano devant le regard d'Otto et Gretchen. Je ne vous donnerai pas cette satisfaction. Je garderai mon calme. D'accord, Willy, si tu insistes, tu vas être servi. Vas-y, Willy, joue-nous un petit air là-dessus. Ça t'inspire pas, Willy? Pourquoi t'es pas inspiré? Hein, Willy? Il jouait une petite musique pendant que je faisais des trucs. J'aime bien la dispute entre Hal et Malcolm et surtout le comportement de Hal, moins celui de Malcolm qui continue son fiasco amoureux. L'histoire de Francis aussi est assez sympa, je dois dire, et celle de Reese assez mineure, mais pourquoi pas. Sans être phénoménal, ça reste un plutôt bon épisode que je classe du coup à la 4ème place, juste en dessous du solide top 3. Épisode 13, dans celui-ci Loïs est toujours absente et Hal cumule donc 2 jobs pour pouvoir payer les factures. À son nouveau job, il travaille dans la vente avec 2 collègues complètement débiles et un manager qui les déteste et les méprise. Le manager adore rapidement Hal car il bosse bien, contrairement aux 2 autres. Ces derniers finissent par insinuer que Hal est un lèche-cul, ce qui lui fait vouloir aller à une fête de jeunes à laquelle ils se rendent. À cette fête, il se bourre la gueule pour les impressionner avant de le regretter.
À la maison, les garçons se retrouvent gardés par Jessica, une fille de la classe à Malcolm, plus jeune donc que Reese. Elle leur fait du chantage et obtient ce qu'elle veut d'eux, au point qu'à 8 heures, ils sont au lit. Terminé le petit soldat qui débarrasse toutes les assiettes. On est tous d'accord. Ce soir, on passe à l'action. Moi, ce soir, j'étais vraiment crevé. Moi aussi, 8 heures en fait, c'est vachement tard. Et moi, je serais bien plus efficace pour lui faire sa fête après une bonne nuit de sommeil. Mais demain, c'est bon. Ouais, demain elle va souffrir. Ça, tu peux le dire. Eh les gars, vous vous êtes lavé les dents? Les garçons finissent par monter une ruse contre elle et l'avoir à son propre jeu, sauf Malcolm qui passe la soirée avec elle pour la consoler, alors qu'elle faisait semblant de pleurer et se détester. Du côté du ranch, et sachant que Gretchen rêve d'être une star du cinéma, Francis accepte la proposition d'un ami de venir y tourner un film. Gretchen est donc tout excitée, mais Francis se rend compte qu'il s'agit en fait d'un film porno. Il est désespéré et négocie la modification du script quand il apprend que Gretchen va jouer dans une scène. Les dialogues dans la scène qu'elle tourne sont très sexuels, mais il ne se passe pourtant pas grand-chose. À la fin, elle est toute contente mais déclare, devant le regard effaré de Francis, que la scène manquait d'un un petit peu de sexe. J'ai comme un doute. J'ai trouvé que toute la scène était, disons, un peu stupide et absurde, non? Tu sais ce qui aurait été bien? Un peu de sexe. Mais tu sais que les Américains là-dessus, ils ont encore des tas de blocages. Oh, ya. Bref, l'épisode est sympa, mais certainement pas excellent non plus. C'est l'introduction d'une nouvelle fille, Jessica, qui va demander un peu de challenge intellectuel à Malcolm, qui peut-être va finir par aimer ça. Elle est en tout cas tout aussi fourbe que les garçons, et ça promet. Je le classe à la 9ème place, juste devant le premier épisode, celui du zoo. Oh et purée, mazette! Regardez l'apparition de qui on a encore eu le droit dans cette série. Stanley Hudson de The Office, une fois de plus. Ah, je suis pas du genre à lécher les bottes. Oh là 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 Je ne vous ai là pas couvert de louanges ni de compliments superflus. Écoutez, je veux juste une rallonge. Je n'ai pas dit que vous aviez un Oh, joli la sourire voix ou une belle de voix, et même si je le merde. pense, je n'ai rien dit. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce 14e épisode? Eh ben, il se passe que Loïs, elle est toujours absente et c'est bien évidemment encore la loi de la jungle à la maison. Al, il en profite pour voir son vieil ami Larry, qu'il ne voit habituellement pas parce que Loïs trouve qu'il est une mauvaise influence pour lui, chose dont on va effectivement vite s'apercevoir. Larry est une sorte de gros fêtard encore moins responsable que Al. Et oui, c'est possible. Alors que ce dernier se lamente sur sa trajectoire de vie et sa maison, Larry lance l'idée d'abattre le mur de la chambre parentale pour qu'ils construisent eux-mêmes une nouvelle chambre pour le futur bébé. Ils finissent donc par casser le mur, prouvant la mauvaise influence de Larry sur Al. Du côté de Reese et Dewey, alors que Reese martyrise son frère en l'absence de sa mère, Dewey découvre une ruse qui consiste à faire semblant que sa mère l'appelle au téléphone pour lui demander de donner des consignes à son aîné. Bien sûr, il en profite pour faire des choses complètement folles à Reese. À la fin, alors que Dewey fait semblant de parler à sa mère, le téléphone sonne pour de vrai et Reese comprend qu'il se faisait en fait juste manipuler. On ne le voit pas, mais Dewey va sûrement passer un mauvais moment et payer pour ce qu'il a fait. C'est vrai, maman? Tu veux que moi je coupe les cheveux de Reese? Mais il tient beaucoup à ses cheveux. Bon, d'accord. C'est injuste, j'en ai marre. Autant en finir tout de suite. Mais une crête d'Indien, c'est plus à la... Et si je lui... Toi aussi, tu entends ce drôle de bruit? Alors toi, t'es trop mort. Du côté de Malcolm, il se rend à l'anniversaire de Dabney et réalise à quel point il est couvé, même presque stérilisé j'ai envie de dire, par sa mère. Il l'aide donc à devenir indépendant, l'incitant à faire sa première bêtise. Il l'emmène au paintball, utiliser le fusil que son grand-père lui a offert et que sa mère refuse de le laisser toucher. À la fin, il lâche toute la haine qu'il contenait en lui et devient une sorte d'homme à sa mère, ce que celle-ci apprécie en fin de compte. Je déclare Dabney grand vainqueur. À la maison. Mais voyons, tu ne m'as jamais parlé sur ce ton, je suis ta Mais mère. tu ferais mieux de t'y faire. Je suis plus ton petit garçon, c'est terminé, maman. Je suis ton petit homme maintenant. Finalement, du côté du ranch, Otto décide de dormir avec Francis en l'absence de Gretchen, car depuis 35 ans, il n'a jamais passé une seule nuit seul. Cette scène d'Otto qui se met au lit est d'ailleurs très drôle. Vous avez l'intention de dormir dans mon lit? Avec moi? Je n'avais tout de même pas demandé à un de nos clients. Les carrosses donnent faim aux pieds vite au chaud sous les couvertures. Ça me fait un peu bizarre. La dernière fois que j'ai dormi avec un copain, j'avais 14 ans. Je dormais chez Jeff Redman ce soir-là. Sa mère est venue et
Mais qu'est-ce que vous faites, Toto? Ça va pas? Je suis désolé, je m'enroule toujours dans les couvertures. Attention. Excusez-moi, mais j'ai également toujours les pieds gelés. Bref, la trame réside dans le fait qu'Otto fait des terreurs nocturnes et gueule pendant la nuit, ne laissant pas Francis dormir, et franchement la résolution de celle-ci n'est pas bien drôle. L'épisode est bon, dans la moyenne des autres, et je vais du coup le classer juste au-dessus du précédent, à la 9ème place. Dans ce 15e épisode, Loïs, qui est la grande chef de la famille et qui est toujours enceinte, rentre enfin chez elle. Elle est contente de revoir ses garçons et décide d'encourager Reese qui, selon elle, ne reçoit pas assez de soutien de la part de sa famille. Bien que ce soit une idée de Malcolm, elle encourage Reese à organiser un vide-grenier avec les vieilles affaires de la famille pour pouvoir payer les travaux de la chambre du bébé. Reese s'adonne donc à cette tâche et ses frères doivent lui obéir. Malheureusement, ce qui doit arriver arriva. Reese prend les pires décisions et se mue en véritable tyran. Il ordonne par exemple à Malcolm de détruire une sorte d'ancêtre de l'ordinateur pour lequel Craig est disposé à dépenser 1300 $. Reese finit donc par le casser et Loïs l'insulter pour sa bêtise, laissant tomber ses bonnes résolutions. Mais t'as dit que je gérais le truc. Ça veut dire que l'argent me revient. Mais non, Reese, tu délires. Alors où est l'intérêt que ce soit moi qui gère le truc? Reese, mais c'était juste pour que tu sois un peu mieux dans ta peau, pour que tu y gagnes de l'estime, ce dont tu as grand besoin de toute évidence, puisque tu es idiot au point de foutre en l'air 1300 $, dont notre famille a désespérément besoin, crétin. Quant à Dewey, qui comme Malcolm en a marre d'être sous les ordres débiles de Reese, ils se mettent à vendre le mobilier de la maison, pourtant pas à vendre. Hal retrouve quant à lui son ancien émetteur radio avec lequel il diffusait une émission réactionnaire et complotiste à la fac. Il se remet donc dans le personnage et finit traqué par des agents du gouvernement. Finalement, du côté du ranch, Otto et Gretchen reçoivent un courrier de leur fils qu'Otto dit détester. On apprend en fait qu'il l'aime, mais qu'il lui en veut de ne pas être resté auprès de ses parents. Francis finit par trouver une sorte de solution au chagrin d'Otto et le convainc de parler à son fils. J'avais tant de peine, c'était insupportable. L'épisode comporte quelques moments drôles mais est plutôt moyen. Je le classe donc à la 13e place. Dans ce 16e épisode, Malcolm participe avec ses camarades à un concours de connaissances interlycées pour lequel il découvre rapidement que ces derniers, poussés par Monsieur Ercabe, ont l'intention de tricher. Il est contre et décide de se retirer sous les conseils d'un garçon qu'il rencontre avant de réaliser que celui-ci faisait en fait partie d'un autre lycée et tentait en fait seulement de l'écarter du concours. Il décide donc finalement de participer à cette énorme mascarade et permet à tous les autres lycées de tricher, chose qu'il n'hésite pas à faire. Une fois de plus, sa morale a triomphé et il a utilisé les propres défauts du système de Monsieur Ercabe pour le vaincre. Je vois. Bien, messieurs les entraîneurs, suivez-moi, s'il vous plaît. Vous avez donné les réponses à tout le monde? Si je me souviens bien de votre code, ça veut dire... En ce qui concerne Reese, il sort toujours avec Allison, qui pour rappel était d'abord le crush de Malcolm d'ailleurs, et lui promet d'aller au bal de l'école. Comme cela va lui coûter cher, il a un plan et compte se disputer avec Allison afin qu'elle ne veuille plus aller avec lui et qu'ils se réconcilient ensuite. Dans cet épisode, il fait donc de tout pour se montrer détestable avec elle. Malheureusement pour lui, elle compte tout de même y aller, même quand il lui expose ses motivations et lui annonce qu'elle va ensuite le larguer. Cette intrigue se termine lorsque nous est montré une photo des deux au bal sur laquelle Reese pleure sachant qu'elle va le quitter. On dansera dans la lumière des projecteurs et on se fera prendre en photo tous les deux. Comme ça, on se souviendra toujours de ce soir-là. Et ensuite, je te plaquerai pour toujours. En ce qui concerne Dewey et Hal, leur trame est franchement sympa et montrée de manière assez originale à travers l'angle de vue d'une fourmi qui stagne dans leur maison. Hal veut la tuer car elle est une éclaireuse et signe que d'autres fourmis risquent d'envahir la maison, mais quelque chose l'en détourne toujours au dernier moment. La fourmi, et donc nous indirectement, voyons Dewey faire du chantage affectif à son père. Parce que Hal ne veut pas l'emmener sur son dos comme un cheval au lit, Dewey dit ne plus l'aimer. Tout le long de l'épisode, Hal va donc tenter de récupérer l'amour de son fils, quitte à se ridiculiser. Tout ça va beaucoup trop loin. Le soir, je peux t'accompagner jusqu'à ta chambre, ou te rouler jusqu'à ta chambre, ou te poursuivre jusqu'à ta chambre. Mais tu es trop grand pour que je te porte chaque soir sur mon dos. Bon, si tu le dis. Oui, et j'ai raison. Et en tant que père, je veux et j'ordonne que tu me dises que tu m'aimes. Papa, je t'aime. Bon, dis-le avec un peu de conviction. Papa, je t'aime. Dis-le sans que j'ai à te le demander. Ça va durer encore longtemps. Je veux boire un soda. À moins que, comme pour le reste, je sois trop grand. Allez, oust. Pour son bonsoir. Il y en a partout maintenant. Finalement, alors que Hal s'asphyxie avec de l'insecticide, justement quand il tentait de tuer la colonie de fourmis, Dewey le sauve tout en lui avouant son amour. La scène est toute mignonne et bien pensée, et se termine avec de la tendresse entre les deux, alors que Dewey tue la fourmi à travers laquelle on assistait à cette scène. Je suis mort. Je suis mort, c'est ça?
Je suis tombé dans les pommes. Comment t'as fait pour me tirer jusque-là? Tu sais, je suis grand maintenant. Oh. C'est bien. Merci, fiston, tu m'as sauvé la vie, Dewey. Je t'aime, mon grand. Je t'aime, mon papa. Du côté du ranch, enfin, la péripétie n'est pas bien folle ni drôle et ne vaut à mon avis pas la peine d'être détaillée ici. Un bon épisode, différent des autres dans sa conception, sans être exceptionnel non plus. Je le classe à la 7ème place. Ah oui, purée, j'oubliais. Après la deuxième apparition de Stanley de The Office quelques épisodes auparavant, là on a celle de putain d'Oscar Martinez. Tout comme l'épisode 19 de la saison 3, l'épisode 17 de la saison 4 est un épisode composé de flashbacks. L'intrigue est cette fois-ci que Hal et Lois se décident à reprendre la rédaction de leur testament. Comme vous pouvez le voir dans la suivante scène, Hal rechigne vraiment à le faire et c'est assez drôle d'ailleurs. Les deux ne sont pas d'accord sur grand chose, par exemple sur le fait de donner la garde de leur fils à Francis, l'aîné, et finissent par se disputer et se lamenter sur leurs échecs parentaux. À la fin de l'épisode, Dewey se blesse à la tête et les deux montrent en fait qu'ils sont des parents tout à fait responsables et capables. Ce crayon est trop petit. Ah, l'arrête! Oui, bon, d'accord. L'épisode n'étant qu'une compilation de précédents épisodes, il ne fait pour moi pas sens de le classer. Dans ce 18e épisode, Hal et Lois partent en week-end dans un hôtel pour amoureux, juste avant que ne naisse le bébé. Là-bas, tout est compliqué en raison de la fatigue et des douleurs de Lois, et les deux finissent par se disputer. Ils décident tristement de couper court à leur escapade. Juste avant de rendre leur chambre, ils décident de profiter des 7 dernières minutes pour être gentils l'un avec l'autre. Hal commence à faire un massage à Lois et ils finissent par faire l'amour dans la chambre alors qu'ils devraient être partis. En l'absence des parents et alors qu'ils devaient chacun faire autre chose, Reese et Malcolm sont à la maison. Le premier décide d'héberger une grosse fête et le deuxième d'inviter une fille pour la soirée. Tout part forcément en cacahuète. Des grands débarquent chez eux et décident d'y faire ce qu'ils veulent sans que les deux ne puissent rien faire au risque de se faire frapper. Ils sont victimes de cette situation et demandent de l'aide à leur grand frère Francis. Quand il veut les aider, il se rend compte que le leader du groupe qui les terrorise est un de ses anciens amis et malheureusement il ne parvient pas à les faire partir. Craig, qui s'occupe alors jusqu'ici de Dewey, avec qui il découvre le plaisir de faire des jeux d'enfants, débarque alors et se fait également séquestrer par cette bande de voyous. Dewey trouve alors la solution, à savoir tout raconter aux mamans de ces voyous, et l'épisode se termine donc de cette manière. Maman, s'il te plaît. Ton père et moi, on t'a donné le meilleur de nous-mêmes. Et maintenant, c'est comme ça que tu nous remercies. Maman, je ne t'appartiens pas. Je prends mes décisions tout seul. Et c'est ça les décisions que tu prends, c'est ça que tu veux, la vie que tu t'es choisie, mon garçon. Et pendant ce temps-là, qui te replace au magasin? Et tu viens de te faire trop choper, là, mais j'hallucine. Ne sois pas si sûr de toi, Dave Allen Ferguson. Tu peux me croire, je vais mettre tous tes beaux pères au courant de cette histoire. Dis au revoir à tes copains, Donnie. Monte dans la voiture. Maintenant, t'entends? Bon, salut les gars. Salut le mec. J'avais oublié comme c'était chouette de cafeter. La relation que nouent Dewey et Craig échoue et l'épisode a ses quelques petits moments sympas. Je classe l'épisode dans la deuxième moitié du classement, à la 11e place. Dans ce 19e épisode, Malcolm se rend dans le futur et se voit lui-même. Non, je plaisante, c'est pas tout à fait ça. En rentrant de l'école, il rencontre Léonard, un type qui doit avoir la quarantaine et qui est exactement comme lui. Très intelligent mais qui méprise tout le monde et ne fait que de se plaindre. Alors qu'ils s'affrontent aux échecs et enchaînent les matchs nuls, Malcolm découvre que Léonard veut tellement vivre en marge d'un système qu'il maudit qu'il a des dettes et n'a aucun ami. Malcolm lui dégote alors un entretien d'embauche dans le magasin dans lequel sa mère travaille, la personne conduisant l'entretien n'étant autre que Craig. Léonard donne tout ce qu'il a pour se taire et ne pas critiquer Craig, qui ne lui rend pas la tâche facile. Il finit par obtenir un poste jusqu'à ce que Craig l'entende le critiquer avec Malcolm. De son côté, Dewey n'arrête pas de faire des bêtises plus folles les unes que les autres, sous prétexte que c'est son petit frère, toujours dans le ventre de sa mère d'ailleurs, qui le lui aurait ordonné. Quant à Hal, il adore voir Lois grossir et prendre des formes et passe donc l'épisode à rendre sa bouffe plus calorique alors même qu'elle est triste de prendre du poids. C'est bien sûr purement égoïste, même si tout de même un peu drôle et tout à fait ce qu'il est capable de faire. Tu sais, je ne suis pas encore sénile. Je suis vraiment désolé, chérie. C'est parce que je ne travaille plus que je grossis. Enfin, c'est évident. Je ne fais pas autant d'exercices physiques que pendant mes grossesses précédentes. Les autres fois, j'étais debout toute la journée. C'est ça, ça me semble tout à fait logique. Une branche de céleri?
Mon métabolisme doit être complètement chamboulé. Ce céleri a un goût de bacon. Jerry, écoute-moi bien, tu ne vas pas te rendre malade juste pour une histoire de poids, voyons. Moi, je te trouve absolument éblouissante. Moi, j'aime quand tu es bien en chair, ronde et dodue et très moussante. Au ranch, Francis pose nu pour un atelier d'art organisé par Otto contre une bonne somme d'argent. Rapidement, il devient très exigeant et coquet et finit déçu lorsqu'il se voit remplacé par un autre modèle. De quelle couleur sont vos tétons? C'est très convenable. Et de toute façon, peu importe ce que tu en penses, Francis. Et tu sais pourquoi? C'est de mes fesses dont il s'agit. Et mon corps, j'en fais ce que je veux. Si tu n'arrives pas à le comprendre, désolé, c'est pas mon problème. 250$ pour chaque séance? Et moi qui croyais tout connaître la beauté, mais que gros heureux. Un épisode moyen qui sera bien à la 13e place. Dans ce double épisode, la grossesse de Loïs approche de son terme. Peu avant qu'elle n'accouche, son horrible mère Ida débarque dans leur maison après avoir brûlé la sienne et s'être embrouillée avec Suzanne, sa fille pourtant préférée. Refusant que la première personne que le bébé verra en venant au monde soit sa grand-mère, Francis et Loïs font de tout pour expulser Ida, venue vivre chez eux. Devant tes voisins. Ouais, ça m'a l'air pas mal. Tu l'as bien cherché, vieille morue. Si tu savais comme je suis contente de pouvoir enfin... La solution qu'il trouve et qui s'avère efficace est de lui faire croire que les amis noirs de Hal, avec qui il joue souvent au poker, passent le plus clair de leur temps chez eux. Comme elle est plus que légèrement raciste sur les bords, elle s'apprête à partir. Malheureusement, à ce moment, elle perd les os et sa mère fait donc volte-face. Ravissante lady, qu'est-ce que vous faites ce soir? J'adore la couleur de ton teint de rose, lady. Attendez, Ida, laissez-moi vous aider. La danse de la pluie, c'est pas encore l'heure? Au revoir, maman. Oh, vite d'avoir revu. Surtout, n'oublie pas de téléphoner lorsque tu seras enfin arrivé à destination. Peut-être bien que je vais rester un tout petit peu plus longtemps. Loïs va donc accoucher entouré de personnes complètement incompétentes, autrement dit des gros fardeaux comme Craig, les amis de Hal, ou encore Lloyd, l'ami de Malcolm venu lui réclamer ses devoirs. Toute seule. Excusez-moi, j'essaie de travailler en silence. Alors j'apprécierais beaucoup que vous essayiez d'en faire autant. Comme il est trop tard pour se rendre à l'hôpital, elle finit par mettre bas dans son lit, avec l'assistance de Francis complètement dégoûté de le faire. Le bébé, qui s'appellera Jamie, naît finalement en pleine santé juste après qu'Ida soit repartie car elle s'est réconciliée avec la seule fille qu'elle apprécie. Tu peux aller vomir maintenant. Attention, le voilà. Pendant ce temps, Hal emmène les garçons dans un salon du mariage pour passer quelques bons moments avant la venue au monde de leur petit frère. À ce salon, Dewey raconte à plusieurs personnes son histoire, à savoir celle d'un fils qui n'a jamais rien eu pour lui et dont les parents ont décidé de déclencher l'accouchement de son petit frère le jour de son propre anniversaire. Hal se retrouve d'ailleurs littéralement sous les feux des projecteurs dans cette scène très drôle. Lorsque ta mère et moi nous disons il va bien se passer quelque chose, ou bien ça va s'arranger, c'est notre code pour Malcolm saura comment nous sortir de là. Mais on a besoin de toi. Une famille n'est une famille que si ses membres se serrent les coudes. Mais oui, Louis. Mesdames et messieurs, j'attire votre attention sur l'homme qui tient un ballon rouge à la main et je vous demande quelques instants pour une histoire bouleversante. Bonjour à tous, je m'appelle Dewey. Et l'homme au ballon rouge, c'est mon père, Hal. Dewey? Où es-tu, Dewey? Je suis le plus jeune d'une famille de 4 enfants et j'ai toujours ce qui reste quand les autres sont servis. Il y a plus d'eau chaude quand je prends ma douche et j'ai même pas un lit à moi. Et 3 personnes ont porté mes slips avant moi. Et pourtant, je me plains jamais. Dewey! Mais qu'est-ce qui te prend? Même quand mes parents ont décidé d'avoir un 5e enfant, j'étais content et prêt à partager le peu que j'avais avec lui. Et aujourd'hui, j'ai appris qu'ils allaient déclencher l'accouchement. Et mes parents ont choisi un jour très particulier pour cet événement. Tu te souviens, papa, du jour que tu as choisi, hein? Dewey! Quel jour as-tu choisi, papa? Ce sera jeudi. S'il te plaît, descends maintenant. Tu descends de là où tu es. Parmi tous les autres jours, vous avez choisi ce jeudi.
Rien de particulier à propos de ce jeudi, papa? Tu arrêtes maintenant. Il n'y a rien qui te vienne à l'esprit qui devrait arriver justement ce jeudi? Je t'écoute, Dewey, dis-moi ce qui doit se passer ce jeudi. C'est mon anniversaire. C'est terrible des parents comme ça. Non, ce n'est pas... Oh, bon sang. Vous prétendez être un Voilà, mesdames et messieurs. Voilà la triste histoire d'un enfant qui a perdu son anniversaire. Si vous voulez donner vos impressions, mon père sera ravi de les recevoir. De son côté, Reese trouve un job pour lequel il doit porter un smoking et faire la promotion d'un tailleur. Il finit par prendre goût au smoking et refuse de le rendre, allant jusqu'à fuir le tailleur et se cacher de lui. Parti par là. Attendez un peu. Hey! Quant à Malcolm, il reçoit un courrier d'une des plus prestigieuses écoles privées au monde lui proposant une bourse d'études. Il en fait part à son père, lui disant que s'il accepte, cela résoudra pas mal des problèmes de la famille. Celui-ci refuse et lui fait comprendre qu'il compte sur lui chaque fois qu'ils sont dans la merde, c'est-à-dire à peu près tout le temps. Lorsque Hal apprend que Lois va accoucher, il panique et s'empresse de quitter le salon dans une scène absolument immense. Voulant partir, il cherche Reese qui s'est en fait caché dans un étui, comme il l'appelle, à violon géant. Ils finissent poursuivis par la sécurité, traînant Reese dans l'étui. Le premier des deux épisodes se termine lorsqu'ils atteignent la voiture mais ne peuvent la démarrer car les clés sont avec Reese dans l'étui. Toi et surtout respire, chérie. Bon sang, oui, Reese. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Votre mère va avoir le bébé aujourd'hui. Ben voilà, tu vois que c'est pas si dur que ça. Écoute, Al, surtout pas de panique. Sois prudent au volant. Il n'y a aucune raison de... Des risques, hein. Tu me connais, ce n'est pas mon genre du tout. Trouvez votre frère. D'accord, je vais aller me préparer un bon petit thé et me détendre en attendant que tu sois là. Et que la camomille a un effet bof sur moi. Où est-il, Reese? Bon sang, où es-tu? J'y pense, je vais descendre la grande rue et m'arrêter de te prendre une bonne crème glacée. Oh, Reese, où es-tu? là. Tu es là, Reese? Ouais, je suis dans l'étui à violon géant. Oh, bon sang, faut sortir de là. Alors, qu'est-ce que tu en dis pour la crème glacée? Non, ça ira. Rentre vite à la maison et sois prudent. C'est quoi, c'est? Compte sur moi, tu restes en ligne une seconde. Qu'est-ce qu'on fait? Vite, on se tire. Les garçons t'embrassent aussi. Et vous, revenez. Votre fille s'est enfuie avec mon smoking à 600 $. On vient de sortir du garage à l'instant. Tiens, à la radio, il y a un truc dingue. Tous les Beatles de A à Z. Tu connais une chanson des Beatles qui commence par un Z, toi? Moi, non. Ah, tu as une voix bizarre. Est-ce que tout va bien? Oui, on est dans la rue principale. Ah! Tiens, la station-service du coin ne vend plus de diesel. Oh, c'est moi qui monte devant. Chérie, si j'avais vu la taille du trou sur la chaussée. Démarre, papa. J'ai pas les clés. Mais enfin, où sont les clés? Je les ai. On y va? Al? Est-ce que je peux te rappeler, chérie? La deuxième partie s'ouvre avec les garçons qui retrouvent la voiture après avoir subi un interrogatoire de la part de la sécurité. Dans son empressement et au lieu de faire marche arrière, Hal fonce tout droit contre un mur. Il se retrouve à l'hôpital avec une sorte de minerve un peu low cost. Il tente de s'échapper pour rejoindre sa femme, mais l'équipe médicale ne veut pas le laisser partir et le blinde de tranquillisants. Il parvient tout de même à fuir, mais comme il hallucine, il entre dans la chambre d'une vieille dame, croyant que c'est Lois qui a fini d'accoucher. Là, à nouveau, je ne peux faire autrement que vous mettre cet extrait. Désolé, mais c'est plus fort que moi. Oh, Lois, j'ai fini enfin par te retrouver. Oh, j'étais pas là pour l'arrivée de notre bébé. C'est rien. Notre bébé est splendide, Al. Chérie, je suis le pire de tous les maris de l'univers. Si tu savais comme j'ai honte de moi, je me sens si mal. Quand je pense qu'à cause de moi, tu as traversé ça toute seule, je voudrais tant avoir pu être là. Mais tu étais là, Al. Ah oui? Nous faisons partie l'un de l'autre. Où que soit l'un de nous, l'autre y est aussi. Tu es toujours là, auprès de moi. Je t'aime, Lois. Oh, mais que fait cet homme? Il faut l'arrêter. Quoi? Faites sortir ce dingue de cette chambre. Quoi? Lois,
Loïs, Il faut prévenir la police. Papa? C'est pas vrai! Mais qu'est-ce que tu fous dans cette chambre? Bref, finalement l'accouchement est passé et les garçons tiennent leur rôle de grand frère très au sérieux. C'est un nouvel épisode qui pue l'amour au milieu de tant de chaos. Tous les personnages principaux ont un rôle intéressant et les secondaires comme Ida, Lloyd ou Craig sont juste hilarants. Le pire c'est que quand je repense à la série, à aucun moment ne me vient en tête cet épisode-là. Franchement je l'avais complètement oublié et la surprise elle est aussi grande que ce que j'apprécie l'épisode. Franchement j'étais persuadé que l'épisode numéro 3 c'était mon épisode préféré de la série. Mais celui-là, honnêtement, il le surpasse. Chaque scène est absolument drôle et l'humour tellement incisif, je suis obligé de le mettre à la première place. Dans ce dernier épisode de la 4e saison, la famille rejoint une communauté religieuse car celle-ci propose un service de crèche gratuite à ses membres. Loïs ne le savait pas, mais en faisant partie de la communauté, elle doit également garder de temps en temps les enfants d'autres paroissiens. Elle garde donc Seth, un petit garçon pas mal perturbé, alors même qu'elle reprend le travail. Dewey et Reese suivent des enseignements bibliques. Si Dewey n'en voit pas tellement l'intérêt, Reese tombe amoureux d'un dessin puis de la foi, au point qu'il souhaite rejoindre le Seigneur en attachant une chaise à des ballons en hélium. Quant à Hal, il profite de l'esprit d'entraide des membres de la communauté et les mobilise pour terminer les travaux de la chambre de Jamie. Du côté du ranch, les clients s'en vont et Otto est obligé de licencier des employés car un ranch voisin simule l'apparition d'extraterrestres dans son domaine, attirant l'attention de la clientèle. Francis s'y met aussi et finit attrapé par le gouvernement. Bref, je vais pas vous en dire beaucoup plus parce que franchement l'épisode n'est malheureusement pas bien intéressant. À part apprendre que Jamie est comme ses frères, à savoir complètement possédé par le mal, et que Loïs n'a aimé aucun de ses fils à leur naissance, l'épisode n'a pas grand intérêt. À part entendre Reese exprimer son amour à Dewey, il n'est pas bien drôle non plus. Un peu décevant de conclure la saison de cette manière, j'ai hésité à le mettre à la dernière place, finalement je le mets à l'avant-dernière, mais franchement peu importe, il est pas ouf quoi. Bon bah voilà, on est arrivé au terme de cette 4e saison. En conclusion, je suis obligé d'admettre qu'elle est d'une bien meilleure facture que la précédente. Il n'y a qu'un voire 2 épisodes vraiment mous et décevants, sinon le niveau moyen est très bon et les bons épisodes sont vraiment mais vraiment excellents. Il me manque encore 3 saisons à revisionner mais j'ai comme une sensation que les meilleurs épisodes sont bien à trouver ici, le top 5 étant très solide. D'ailleurs celui-ci est composé du numéro 12, du 10, du 9, du 3 et en première place du double épisode 20 et 21. Merci beaucoup d'avoir regardé et tenu surtout tout au long de cette vidéo longue de plus d'1 heure et qui comme vous le savez sera suivie de la saison 5. Si j'ai une demande à vous faire, ce serait au moins de mettre un petit like à la vidéo parce que ça ne vous coûte finalement pas grand chose et me donne de la force, commentez si vous le voulez et éventuellement la partager. Tout ça me ferait en tout cas énormément plaisir. Je vous passe le salam à toutes et à tous et je vous dis à la prochaine.